தொட தொட எனவே வானவில் என்னை தூரத்தில் அழைக்கின்ற நேரம் விடு விடு எனவே வாலிப மனது விண்வெளி விண்வெளி ஏறும் அடமன்மதா ஒரு கோயில் போட்ட தேவியே என் ஜீவனே இந்த ஆலயம் உனக்காக Un turban sur l'océan, une autre histoire du mur de l'Atlantique. Chandigarh, province du Pendjab, automne 2013, fin de la mousson. Dadaji, raconte-nous encore ce pays lointain où tu surveilles l'océan. S'il te plaît, montre-nous ton pustak, celui où tu as écrit son histoire. C'est si loin, mes enfants. Mais mes yeux se souviennent. C'était vraiment une drôle de guerre. Un long silence suivit cette phrase. Nous étions suspendus à ses lèvres, seuls les piaillements des étourneaux sur la ville occupaient l'espace. Grand-père reprit. J'étais tellement jeune lorsque je fus enrôlé dans l'armée britannique, à peine 17 ans. Votre âge peut-être. Et croyez-moi, j'étais loin d'imaginer alors l'odyssée que cet uniforme me ferait vivre. Vous savez que mon père, et son père avant lui, et cela depuis 1857, étaient déjà officiers dans l'armée britannique des Indes. Ils assuraient la sécurité du pays et participèrent à de nombreuses opérations contre les Afghans. Mon père a même connu la Première Guerre mondiale et grâce au ciel, il en est revenu. Il a même reçu les honneurs. Mais combien de Pendjabis, de Sikhs ou d'Hindous ont donné leur vie pour avoir combattu pour les Alliés? Comment aurais-je pu imaginer que cette guerre que me racontait mon père ne serait pas la dernière? Les Anglais nous louaient pour notre fidélité et notre bravoure. Nous étions de bons soldats. Je pris donc mes fonctions avec fierté. Bientôt l'idée courut que notre pays devait gagner son indépendance. Certains membres du Parlement et même des militaires se réunissaient pour décider quelle stratégie adopter. Il en allait de l'honneur de notre nation. Nous n'allions pas rester les vassaux des Britanniques pendant encore 5 générations. C'est là que Netaji Subhas Chandra Bose fit son entrée dans ma vie. Avocat à Calcutta, ancien président du Congrès national indien, il avait l'art et la manière de soulever les foules, et j'avoue que je l'admirais. Il représentait pour moi le sauveur. Il prit donc la direction du grand mouvement populaire destiné à mettre fin à la domination britannique en Inde, et ne baissa jamais les armes. Son courage n'avait d'égal que sa persévérance et sa foi en une Inde libre et indépendante. Il fut emprisonné 11 fois par les Britanniques. Aujourd'hui, je sais que ces méthodes violentes n'étaient pas la bonne solution. Mais sur le moment, j'approuvais qu'il s'oppose au Mahatma Gandhi et ne soit pas comme lui un adepte de la non-violence. Il avait alors une formule qui me séduisait. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je rejoignis donc sa cause et acceptai sans hésiter de le suivre jusqu'en Allemagne, voyant dans cette stratégie la possibilité réelle de rendre sa liberté à mon pays tant aimé. C'était une question d'honneur, vous comprenez? Je devais m'engager. Ainsi, avec l'aide de Labouer, Bose quitta l'Inde et créa avec l'accord d'Hitler une unité de soldats indiens dans l'armée de terre allemande. Un camp spécial fut alors installé à Hannabourg, où les prisonniers de guerre indiens et les soldats sikhs, dissidents comme moi, reçurent un entraînement intensif pour obtenir leur enrôlement dans cette unité connue sous le nom d'Indian Legion, d'Azad Hind Legion ou de Tiger Legion. Bose en personne vint nous encourager et nous soutenir. Que dire de ce pays inconnu où tout n'était qu'ordre et discipline? Il faisait froid, humide, et le ciel y était toujours gris. On nous transféra au camp de Frankenburg, puis de nouveau à Königsbrück, près de Dresde, en Saxe, où l'on nous équipa d'uniformes de l'armée de terre allemande. Mais nous avions droit à un badge en forme de bouclier coloré de 3 bandes horizontales, safran, blanche et verte, les couleurs de notre cher pays. Sur la bande blanche, un tigre bondissant surmonté en caractères noirs de la mention « Freies Indien », Indien libre. Nous étions désormais de la Légion Freies Indien de l'armée allemande, et il nous fallut prêter serment d'allégeance lors d'une cérémonie, le 26 août 1942. Nous n'avions plus de nouvelles de Bose. Certains disaient qu'il était retourné en Inde,
d'autres qu'il complotait avec les Japonais, qu'il avait embarqués à bord d'un sous-marin allemand pour confier des plans de moteur aux Japonais. Il fut même question qu'il ait combattu aux côtés des Japonais face à la 14e armée britannique en Birmanie et dans le nord-est de l'Inde. Je ne le revis plus jamais. Les états-majors s'agitaient en Allemagne. Nous ne comprenions rien à leur langue gutturale, mais les choses bougeaient, et il était clair qu'elles ne se passaient pas comme ils l'espéraient. Il fut décidé que nous serions une fois de plus transférés. Le voyage en train me parut interminable et glacé. Cette terre était humide. Nous étions en avril ou en mai peut-être, et pourtant le ciel était toujours aussi gris. Le train stoppa finalement dans la région de Zeeland, aux Pays-Bas, en mai 1943. Nous devions rester là, en garnison pour surveiller le mur de l'Atlantique, jusqu'à septembre de la même année. Mais beaucoup d'entre nous tombèrent gravement malades, une toux lancinante et la fièvre pendant des jours. Nos corps et nos esprits n'étaient pas préparés à endurer ce froid et ce vent humide qui nous glaçaient jusqu'aux os. Craignant de nous voir tous dépérir les uns après les autres, le commandant du 88e corps d'armée décida que nous devions quitter au plus vite les Pays-Bas. On nous transféra donc, cette fois-ci, vers le sud de la France. Il nous fallut presque 2 jours entiers pour arriver à notre nouvelle base, Saint-André de Cubzac, en Gironde. Après quelques jours, des sous-groupes furent constitués et déployés de la Pointe de Grave au Cap Ferret. J'avais pris l'habitude d'écrire chaque jour quelques mots pour décrire ce voyage impensable, autant qu'inattendu dans cette Europe des mers que je n'avais jamais imaginé, même en rêve. En août 1943, je posai enfin mon sac dans la base qui allait être ma demeure pendant plusieurs mois. Les gens de la région l'appelaient la plage de l'Alexandre, entre Carcan et Lacanau. Enfin un point perdu quelque part sur cette côte infinie où l'espace régnait en maître. J'avais reçu le nom de matricule 727, et ne compris pas au début quel serait mon rôle sur cette dune de sable. Devant cette infinité, cet horizon sans aucun point pour se repérer, je me sentais perdu. Souvent, dans la journée, je me rassurais. Je portais machinalement ma main à mon turban. C'était le seul lien qui me rattachait encore à ma terre sacrée, à la pensée de Nanak et aux enseignements du Siri Guru Granth Sahib. J'étais souvent en proie à de longues heures d'angoisse, d'incertitude, de doute. Moi, le guerrier fier et redoutable, étais-je vraiment en train d'aider mon pays à devenir indépendant en étant sur cette dune, dans un blocos construit pour surveiller les vagues? Que restait-il d'Abhinav Singh sur ce sol inconnu? Que mon nom signifie lion. Je me l'étais rappelé avec orgueil lorsque Subhash Chandra Bose m'avait convaincu, mes camarades d'armes et moi-même, de nous rallier à sa cause contre l'Empire britannique. Je me l'étais encore rappelé lorsque j'étais devenu membre officiel de la Légion Azad Hind. Mais que signifiait-il encore ici?